Bonjour à tous, aujourd'hui on est reparti donc sur l'expérience numéro 3. C'est la troisième vidéo qui fera partie de 4 vidéos plus un bonus. Avec toutes ces expériences, vous pouvez aborder confortablement des exercices de thermodynamique sur les gaz parfaits notamment, et lorsqu'ils sont enfermés. On va réfléchir ensemble donc sur l'expérience 3. On introduit peut-être petit à petit, cette fois, cette masse, jusqu'à une masse grand M, mais avec une paroi calorifugée. On va voir ce que ça change, puisque l'expérience 1, c'était la même chose, sauf que la paroi n'était pas calorifugée. On va voir un tout petit peu ce qu'il va y avoir comme modification. Et je rappelle que l'expérience 2, c'était on met une masse brusquement sur le piston. Donc ici, on part d'un état à pression. Évidemment, le système est fermé. On a P0, T0, V0 et N. On va maintenant avoir une masse grand M qui va être introduite progressivement, toujours dans un état quasi statique, mais cette fois, la paroi est calorifugée et ça va beaucoup changer les choses. Pour le moment, on définit P1, T1, V1 et la quantité de matière, elle ne peut pas changer puisqu'on est dans un système fermé. On va maintenant évoquer ensemble les changements que l'on pourrait y voir. Donc, rappelons que la pression initiale, on peut la déterminer comme dans la vidéo 1 et 2. La pression P1 aussi, grâce évidemment aux forces pressantes sur la surface. Et évidemment, les forces pressantes ici, c'est le poids. Ici, mg pour le piston et mg plus grand M, g pour la masse grand M. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la capsule 1 et 2. J'y reviens pas. Le système, c'est toujours le gaz enfermé. Le système est fermé. Le thermostat et l'air à la température T0, tout ça, ça n'a pas changé dans les expériences précédentes. Par contre, le type de transformation, vous devez être capable de comprendre qu'elle sera réversible et adiabatique. On va comprendre pourquoi réversible, ça n'a pas changé non plus, car l'ajout des masses effectue petit à petit de façon quasi statique, c'est-à-dire que le piston doit être parfait, sans frottement, et la transformation est dite infiniment lente. Enfin, adiabatique, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire car le système ne permet aucun échange thermique, d'énergie thermique, en raison de la paroi calorifugée, justement. Alors retenez bien que dès que vous avez réversible, adiabatique, et si en plus le gaz ici qu'on étudie est un gaz parfait, je l'appelle GP, donc gaz parfait, si les trois conditions sont réunies, alors vous devez immédiatement penser à la loi de Laplace. La loi de Laplace, c'est PV gamma égale constante. Évidemment, il y en a trois relations où TV gamma moins 1 égale constante. Les deux sont les plus utilisées. On va d'abord y penser à PV gamma égale constante. Donc ça sera, en aucun cas, vous n'aurez à utiliser cette fois la loi des gaz parfaits pour retrouver entre l'état 1 et l'état 2. Ça sera vraiment la loi de Laplace qui va vous permettre de réussir cet exercice. Donc on va voir un petit peu ce que ça va avoir comme conséquence. Si j'applique la loi de Laplace entre l'état 1 et entre l'état 0 et l'état 1, plus exactement, eh bien on pourra écrire que P0 V0 gamma égale P1 V1 gamma. Ça, souvent, ça va vous permettre, si vous ne connaissez pas, par exemple, la température T1 ou le volume V1, ici c'est plutôt le volume V1, grâce au volume V1 ou vice-versa, vous pourrez retrouver évidemment les pressions. Donc les pressions, généralement, ici, elles seront faciles à retrouver. On pourrait retrouver plutôt le volume. Bon, ou encore, on aurait pu utiliser l'expression T0 V0 gamma moins 1 égale T1 V1 gamma moins 1. Évidemment, ça et ça se retrouve grâce à la loi des gaz parfaits. On retrouve T1 égale T0 facteur de V0 sur V1 gamma moins 1. Donc ça, c'est vraiment, si jamais vous avez un énoncé où on vous donne V0 et V1, mais vous n'avez pas la température, vous pouvez l'utiliser grâce à la loi de Laplace. Celle-ci ne s'utilise uniquement lorsque vous avez un gaz parfait, que la transformation est réversible, et lorsque la transformation est adiabatique. Donc on ne peut pas l'utiliser tout le temps ici. C'est vraiment ici le cas parfait, l'expérience 3 qui permettra de pouvoir l'utiliser. On va appliquer donc le premier principe de la thermodynamique. D de U, donc la petite variation d'énergie interne est égale à l'énergie au travail élémentaire plus l'énergie thermique élémentaire. Je rappelle qu'il existe un certain nombre de transformations. Si elle est isobare, delta W égale moins PdV, on l'a déjà vu dans la capsule 1 et 2. Que la transformation est isotherme, on pense à la loi des gaz parfaits, donc ici on aura moins RT0 sur V dV. On pourra utiliser ceci. Donc, si la transformation est isochore, tout ça, on l'en a déjà évoqué. Évidemment, c'est le dernier cas ici qui nous intéresse, puisque la transformation est adiabatique. Donc, delta W égale D de U. Donc, si je réexplique ça,
je peux donc écrire que la transformation est adiabatique ici et que delta W, donc le travail élémentaire, c'est égal à D de U. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre de calculer tout simplement le travail entre 0 et 1. Donc si je veux appliquer la variation d'énergie interne, je peux l'appliquer puisque je suis en présence d'un gaz parfait. La première loi de Joule nous rappelle que la variation d'énergie interne ne dépend que de la température. Et donc ici, comme la température, cette fois, évidemment, n'est pas la même, on a bien CV T1 moins T0. Et donc ça, c'est très important de comprendre que la variation d'énergie interne ici n'est pas nulle. On peut donc réécrire ça en rappelant évidemment que forcément on l'avait que T1 c'était T0 facteur de V0 sur V1, ou encore on peut écrire que delta U c'est égal à T0 facteur de CV. On factorise donc T0 pour avoir cette expression. Voilà, donc ça c'est très important, ça permet de calculer les variations d'énergie interne. Bien sûr, il faut se servir des informations que vous avez dans un énoncé. Une fois qu'on a fait ça, on applique le deuxième principe de la thermodynamique. On rappelle que la petite variation d'entropie, c'est égal à une entropie élémentaire d'échange plus une entropie élémentaire créée. Rappelez-vous que, évidemment, une variation d'entropie d'échange, c'est égal à delta Q sur T thermostat. Delta Q ici, on sait que c'est tout simplement ni plus ni moins que 0. Donc delta S échange, ici, il est nul. Et ça, c'est très important, puisque delta Q est nul. Ça va changer beaucoup de choses, puisque ensuite, donc S échange est nul, forcément. Et donc, delta S, c'est S échange plus S créé. Mais finalement, S échange est nul. On sait que la transformation est réversible, donc S créé est nécessairement nul, puisque c'est réversible. Et donc, on voit bien que delta S, donc ce qui prouve pas, c'est qu'on sait que la transformation est réversible. En revanche, que delta S égale 0, car la transformation est isentropique. Rappelez-vous que dès que vous avez une transformation où vous avez un gaz parfait plus réversible plus adiabatique, on parle de transformation isentropique. Donc l'état initial et l'état final, pour l'entropie, c'est tout simplement égal à 0. Que la différence de ces deux entropies sont toujours nulles. Voilà, on vient de retrouver quelque chose de très important, que la transformation est isentropique lorsque Gp plus réversible, Gp c'est le gaz parfait plus une transformation réversible plus une transformation adiabatique. Voilà, à bientôt pour la dernière vidéo sur les 4 expériences et un bonus. À très bientôt.